Magnan. Des pêcheurs revenus de campagne en mer ces derniers jours ont présenté des symptômes d'une maladie non encore identifiée par les autorités sanitaires. Le phénomène touche les communautés le long du littoral entre Dakar et Saint-Louis. Hier, le ministre de la Santé et de l'Action sociale et des autorités locales se sont rendus à Thiaroye-sur-Mer où la maladie s'est déclarée également. En attendant les résultats des prélèvements qui ont été effectués, les autorités sanitaires n'excluent pas des mesures de précaution. Awambaye revient sur le tableau clinique de ce mal mystérieux qui peut être très douloureux. Une éruption cutanée sous forme de vésicule s'étend sur certaines parties du corps, le visage, les mains, les organes génitaux externes. Les yeux deviennent rouges et larmoient en permanence. Ces vésicules se multiplient et créent des lésions qui rendent même douloureux les mouvements, surtout quand les parties intimes sont touchées. Cette maladie dermatologique non encore identifiée touche principalement les hommes, de jeunes pêcheurs qui débarquent après une campagne en mer. Ainsi, de la plage de Thiaroye-sur-Mer jusqu'aux côtes saint-louisiennes, ils sont nombreux. Ces jeunes dont l'activité principale est la pêche à garder le lit et attendre le traitement adéquat. Et peut-être ils seront pris en charge de façon isolée pour éviter tout risque de contamination si toutefois la maladie est très contagieuse. Les résultats des prélèvements effectués par le ministère de la Santé sur les malades vont édifier les Sénégalais sur la conduite à tenir. Awambaye, parlons maintenant de l'évolution du Covid-19 au Sénégal. Sur 786 tests effectués, 17 sont revenus positifs selon le point du jour présenté ce matin par le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit de 8 cas contacts et de 9 cas de contamination communautaire. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Tout est bien qui finit bien. Les parents d'élèves qui refusaient de payer les mensualités couvrant les vacances forcées par le Covid-19 et les écoles privées qui refusaient de réinscrire leurs enfants ont trouvé un terrain d'entente. Les deux parties ont signé un protocole d'accord le 22 octobre dernier. Au terme de cet accord, les parents s'engagent à payer les 3 mois d'arriérés de frais de scolarité, mais ce paiement se fera selon un moratoire fixé par chaque établissement en accord avec les parents d'élèves. Anna Rocha. Après plusieurs mois de tiraillements, parents d'élèves et responsables des écoles privées du Sénégal ont trouvé un terrain d'entente sur l'épineuse question du paiement des 3 derniers mois de l'année scolaire précédente. Momodou Cissé est membre de la Fédération nationale de ces parents d'élèves qui regroupe à la fois le privé laïque, le privé catholique et les écoles franco-arabes. Donc toutes les propositions ont été émises sur la table et nous avons laissé le soin aux établissements privés individuellement de régler le problème avec les associations de parents d'élèves. Le privé catholique compte à lui seul près de 3000 élèves. Selon le directeur diocésain de l'enseignement catholique, la grande majorité des parents d'élèves a accepté la formule proposée par leurs écoles. Abbé Georges Ngirandjouf. La formule qui a été adoptée, c'est que quand il paye le mois en cours, il peut ajouter par exemple 10 000 pour solder les arriérés des mois passés. Ce qui permettra de solder au courant de l'année, c'est cette partie-là. Beaucoup ont été tellement satisfaits qu'ils ont dit mais ainsi nous ne sentirons même pas la difficulté. Quelques réticences subsistent tout de même. 2 contentieux au moins doivent être vidés par la justice. Par exemple, le collectif des parents d'élèves de l'école Dior des Parcelles Assainies maintient sa plainte. Pas de service, pas de dette et donc pas de paiement, explique Jaina Bangom. Déjà, l'école en tant que telle n'a jamais adressé jusqu'ici une correspondance au collectif des parents d'élèves. Et je pense qu'avant de parler de signature de protocole ou quoi que ce soit, il faut s'asseoir avec les concernés. Et dans ce cas, les concernés, c'est nous. Il y en a qui sont au courant de ce qui nous lie à l'école Dior, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était depuis le mois de juin. Le 2 juin, à la reprise des cours pour les classes d'examen. Et personne n'a intervenu jusqu'ici. Dans ce protocole d'accord signé 20 jours avant la rentrée scolaire 2020-2021 entre la Fédération nationale des parents d'élèves et la Fédération de l'éducation et de la formation des écoles privées, il est aussi question du rattrapage du quantum horaire. Mais selon M. Cissé, sur les 1500 écoles du privé, 90% ont eu à assurer la continuité pédagogique.
Restons dans le secteur de l'éducation pour parler de l'Institut national d'éducation des jeunes aveugles, l'INEFJA de Thiès. L'établissement a démarré les cours, mais dans de nombreuses difficultés. C'est pourquoi le directeur de l'Institut a profité de la visite d'une organisation humanitaire pour lancer un appel aux partenaires. Reportage, Charanta Diop. L'Institut national d'éducation des jeunes aveugles du Sénégal sonne l'alerte. Cet établissement scolaire qui accueille des élèves non-voyants est dans des difficultés. Sakoura Gueye, le directeur de l'école, a listé ses priorités. Les enfants dits normaux sont automatiquement recrutés et inscrits dans les écoles publiques, alors que les enfants malvoyants ou aveugles n'ont pas ce droit, parce qu'à l'INEFJA, on dit que nous avons 13 places disponibles. Nous avons besoin, monsieur le chef de délégation de l'ASI, d'une extension au niveau des dortoirs. On doit avoir aussi une augmentation du nombre d'élèves au niveau des salles de classe, mais aussi au niveau des ordinateurs. Avec tout ce matériel braille-là, nous en avons besoin. Nous devons avoir un infirmier d'État qui doit être logé ici à l'INEFJA, parce que compte tenu de la spécificité de la pathologie de nos pensionnaires. Malgré les efforts consentis par l'État, selon le directeur, l'INEFJA est à la recherche de partenaires. Parce qu'étant un institut national, nous n'avons pas le droit de ramer à contre-courant de la volonté politique de l'État en matière d'éducation et de formation. Mais cette lettre de politique sectorielle qui nous autorise à le faire, ASI est un partenaire de taille. ASI ouvre une nouvelle trajectoire en l'accompagnant dans son ambition. Khalifa Babakar Gaye, vice-président ASI. Indépendamment des CAN, nous sommes venus avec le Coran à braille. Nous en avions donné, nous en redonnons. On souhaite que chaque élève ait un tome intégral. Ces partenaires disent avoir des projets importants qui participent à l'amélioration des conditions d'éducation des élèves de l'INEFJA. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Sédhiou, une semaine après l'ouverture des classes, l'école franco-arabe EFA, située sur la route de Marsassoum, est toujours à la traîne. Manque de classes physiques, de tables-bancs, absence de toilettes pour l'hygiène des élèves sont entre autres difficultés qui polluent l'atmosphère éducative dans cet établissement scolaire. Ici également, l'administration interpelle les autorités. Max Euclide Kamfani. Le décor fait frissonner et provoque des pincements au cœur une fois dans la cour de cette école primaire franco-arabe. Sur 12 classes existantes, 2 seulement sont construites. Une situation difficile pour les élèves, les enseignants et l'administration. Nyohor Diallo, directeur de l'EFA. L'école ne compte que 2 salles de classe physiques qui sont prêtes. Tout le reste, c'est-à-dire 10 salles de classe qui sont des abris provisoires. Et que les abris provisoires, pour les confectionner, ça coûte trop cher. Ça nous revient à 30 000 francs par salle de classe. Nous, on n'a pas démarré effectivement les cours. C'est ce lundi-là qu'on a pu regrouper les niveaux dans les abris provisoires qui sont déjà disponibles. Parce que déjà 7 abris provisoires sont disponibles, il reste 3 à faire. Donc on était obligé de regrouper les niveaux ensemble dans les salles, entasser les enfants pour qu'on puisse démarrer la révision. Donc on est obligé de démarrer le matin jusqu'à 11h midi. On ne peut pas dépasser. Une école qui manque presque de tout, pas de toilettes pour faciliter l'hygiène des potaches, pas assez de tables-bancs, en plus des constructions engagées il y a 3 ans et qui peinent à terminer. Rendant ainsi difficiles les conditions d'études des apprenants, exprime avec regret le chef de l'établissement. Ils sont en train de construire 3 salles de classe, un bureau et 2 box toilettes. Ça fait 3 ans jusqu'à présent, c'est pas fini. On a un problème de table-banc, c'est très sérieux. Vu l'effectif de ces élèves-là, ils sont obligés de se mettre à 3 ou à 4 par table-banc. Donc nous travaillons dans les conditions très difficiles, très difficiles. À cette EFA assise sur la route de Marsassoum, l'administration, tout comme les enseignants, sollicitent l'appui des autorités et les interpellent sur cet état de fait qui impacte considérablement le démarrage effectif et dans de bonnes conditions des enseignements. Apprentissage. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Allons à Touba au lendemain de l'incendie qui a ravagé une bonne partie du marché Ocas. Les associations de commerçants de Touba se disent prêtes pour la réorganisation du marché. Ces acteurs promettent de suivre le nigel du khalife général des Mourides. L'origine du feu qui a occasionné ce sinistre reste inconnue selon la police, mais l'enquête se poursuit. Mariama Diop.
Les réactions sont unanimes au marché Ocas de Touba concernant la réorganisation de ce haut lieu de commerce. L'association des marchands ambulants de Touba se dit partante. El Hadji Fall est son président. Pour l'association des commerçants et industriels de Touba, Assis Pape Ndiaye, le porte-parole, estime qu'il y a urgence à agir. La réorganisation des marchés est inévitable parce que c'est très difficile d'accéder dans le marché et même dans les cantines parce que vous voyez les commerçants qui ne cessent d'augmenter leurs portes et aussi dans les rues. Il y a un grand désordre dans le marché, vraiment. Donc, si le Khalif a décidé de donner un digal aux autorités de le faire avec nous, vraiment, nous sommes très contents. El Hadji Fall, le président des ambulants, demande aux autorités de les impliquer dans la démarche. Nous sommes prêts et nous attendons la décision que l'autorité voudra bien prendre. Mais nous leur demandons juste de nous aider. En plus de ces mesures, nous demandons qu'on nous appuie parce que nous, les jeunes, nous sommes très fatigués. L'origine de l'incendie qui a occasionné cette situation reste inconnue pour le moment selon les autorités en charge de l'enquête. L'inventaire des dégâts se poursuit toujours. Marème Diop, Touba, RFM. S'agissant de la prévention et de la couverture du risque d'incendie dans les marchés, les assureurs déplorent la réticence des commerçants à souscrire une police d'assurance. Ils appellent l'État à rendre obligatoire l'assurance pour les marchés publics. Selon eux, il y a un allègement pour les commerçants. El Hadji Diop, directeur exécutif adjoint de l'Association des assureurs du Sénégal, est joint par El Hadji Ndiogou. Les assureurs n'ont pas peur de les prendre en charge les marchés publics. Seulement, ce sont des conditions de couverture spécifiques qu'il faut pour prendre en charge ce risque d'incendie dans les marchés. Les marchés impliquent deux acteurs. Il y a les acteurs commerçants qui occupent les cantines et il y a les communes qui sont les bailleurs au niveau de ces marchés publics. Aujourd'hui, si on doit payer une prime d'assurance pour les marchés publics, c'est aussi bien la commune que les commerçants qui occupent les cantines. La raison est très simple. Si vous regardez la configuration du risque des marchés publics, du risque d'incendie, il y a la couverture des bâtiments, donc des cantines et des contenus à l'intérieur, d'une part, et d'autre part, il y a la couverture des responsabilités des occupants. Est-ce que c'est pas parce que le risque est très élevé pour les marchés que l'assurance est chère pour les commerçants? Bon, je vais vous étonner parce que c'est pas cher. Aujourd'hui, les conditions de couverture, j'en parlais, parce que c'est un risque de type social. C'est un risque qu'il faut prendre dans le grand nombre. Si tous les marchés publics du Sénégal s'assurent, c'est sûr que ça ne peut pas être cher. Et dans les propositions que nous, on a faites au niveau des communes, la prime varie entre 10 000 et 20 000 francs par occupant et par cantine. Donc, vous voyez, c'est pas cher. Aujourd'hui, c'est l'État peut-être qui devrait, dans d'autres pays, on ne peut pas comprendre ça, un commerçant qui occupe un truc sans être obligé de s'assurer, ça, il n'y a que nos États qui peuvent l'accepter. Mais ailleurs, c'est impossible. À 12h15, parlons de la journée du Fogno, une occasion saisie par le préfet de Goudiri pour lancer un appel à la jeunesse afin d'éviter la migration irrégulière avec son corollaire, donc les dégâts que cela cause. Reportage Moussa Omar Gueye. Le département de Goudiri, dans la région de Tambacounda, regorge d'énormes potentialités qui peuvent contribuer à la création d'emplois pour freiner le phénomène migratoire. Amadou Koumbandiaï, le préfet de Goudiri, lance un appel à la jeunesse du Bundu. Aujourd'hui, normalement, nous devions dépasser ce stade de développement. C'est pourquoi je ne cesse de formuler un appel à l'endroit des jeunes pour leur dire que le potentiel qui est dans votre département devrait vous permettre de bien vous positionner par rapport au développement de ce pays. Vous avez tout à part la mer. Même si nous n'avons pas la mer, au moins nous avons les cours d'eau qu'on peut toujours exploiter. Nous sollicitons l'ensemble des partenaires à continuer à soutenir les femmes de Goudiri. Et de manière générale, le département de Goudiri qui a besoin véritablement de prendre un envol. Avec la relance de la filière du Fogno, 160 hectares sont exploités cette année. Fata Soirée, la présidente de la filière Fogno dans le département de Goudiri, sollicite du matériel agricole, tracteurs, moissonneuses, batteuses et le renforcement du dispositif pour une bonne production de semences. Pour rappel, dans le département de Goudiri, en dehors de l'agriculture vivrière, l'agroforesterie génère bien des revenus. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. L'implication des jeunes et
des femmes, une nécessité pour la réussite des programmes. C'est pourquoi le Forum civil et ses partenaires appellent les autorités administratives à garantir et à veiller sur les décisions et conclusions à l'occasion des rencontres dans l'axe nord du pays, notamment dans les régions de Louga, Matam et Saint-Louis. Le Forum civil relève que l'absence de suivi des propositions, recommandations et décisions à la suite des réunions avec les acteurs du développement est une contrainte sérieuse. Mohamed Nabissila. Les communautés impactées par les projets devraient s'investir davantage avec un suivi qui pourrait garantir la préservation de la ressource. Paul-Dominique Correa est chargé du projet Industrie extractive à Oxfam. Donc des autorités administratives, on aimerait les avoir beaucoup plus présents. L'autre élément, c'est en termes de suivi, parce que très souvent, il y a eu des activités de renforcement de capacité ou de concertation avec certaines parties prenantes qui sont impactées, comme les pêcheurs. Après, il faut faire le suivi des recommandations qui sont issues de ces concertations-là. C'est peut-être à ce niveau qu'il va falloir faire des efforts. Une situation bien notée par les partenaires dont le Forum civil qui invite à plus de présence des autorités administratives pour réussir le suivi de ces programmes. Mam Latir Fall est son coordonnateur dans l'axe nord. En termes, nous avons demandé vraiment à notre partenaire de mieux cibler ces interventions. Implication des jeunes et des femmes, présence des autorités administratives. Parce que beaucoup de gens, surtout nos collègues de Matam, ont déploré le fait qu'ils sont souvent absents dans les réunions et souvent elles sont invitées. Le Forum civil, Oxfam et d'autres partenaires étaient en conclave sur le dialogue multi-acteurs qui vise une conscientisation des communautés pour prévenir tout conflit. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Venons-en maintenant à notre dossier politique du jour entre Aminata Touré, le ci-devant président du Conseil économique, social et environnemental, et Idriss Seck, son successeur à la tête de cette institution. Le mal est profond. D'abord, pas de passation de service entre les deux. Ensuite, le nouveau président du Conseil interdit aux directeurs administratifs et financiers ainsi qu'au DRH l'accès aux locaux de l'institution. Et pour couronner le tout, Idi décide de fouiller la gestion d'Aminata Touré. Donc autant d'actes et de mesures qui corroborent ce malaise entre l'ancienne présidente et son successeur. Cette bataille entre les deux responsables politiques va se poursuivre, estiment des analystes politiques qui évoquent déjà les conséquences de ce bras de fer. Dossier réalisé par Barthélémy Ngom. Le mal est profond. Entre Idrissa Seck et Aminata Touré, le fossé s'agrandit du jour au lendemain. Une bataille qui, prédit Mamadou Sy Albert, va se poursuivre. Il suffit juste de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'en rendre compte, soutient l'analyste politique. C'est sûr et certain que cette bataille-là va continuer. Elle va être beaucoup plus âpre parce que quand même il y a une connotation assez personnelle. Aminata Touré se sent lésée, se sent brimée par le président de la République, et en plus que ce soit Idriss Seck qui soit à l'origine de ces problèmes, ça risque de cristalliser les relations entre Idriss Seck et Aminata Touré. Pape Amadou Fall, analyste politique également et directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, lui aussi embouche la même trompette et rappelle le différend qu'il y a toujours eu entre Idi et Mimi. Ils ont toujours été dans des camps très opposés. Mimi Touré aux côtés de Macky Sall au moment où Idriss Seck a ses vagues à l'endroit du président de la République, de la PR de manière générale. Et Mimi Touré a toujours choisi ces moments pour pouvoir bien relever ce qu'elle appelait les divagations d'Idriss Seck. Idriss Seck est appelé à remplacer Mimi Touré à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Et dès ses premières approches demandent que l'on audite d'abord le Conseil économique. Il va de soi que la guerre ne peut que s'amplifier. Ce climat tendu entre Idrissa Seck et Aminata Touré ne date pas donc d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de passation de service entre les deux et dans son discours, Aminata Touré n'a aucunement prononcé le nom de son successeur. Idrissa Seck, lui, arrive. D'abord, il interdit aux directeurs administratifs et financiers et aux directeurs des ressources humaines l'accès aux locaux du Conseil économique, social et environnemental. Et ensuite, il décide de fouiller la gestion d'Aminata Touré. Autant d'actes et de mesures qui laissent croire que le mal est profond entre les deux. Il y aura naturellement des conséquences. La première conséquence, c'est l'incohérence du président de la République. Déjà qu'il y a un climat malsain entre Idrissa Seck et des pans entiers de la paix et du Benno. Donc c'est un
malaise que Idriss Seck va créer au niveau de la majorité présidentielle. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est l'absence de confiance qu'il y a eu entre les partisans de l'APR et du Benno avec Idriss Seck. Il y a eu vraiment un climat de méfiance, un climat de défi. Et ça va être difficile pour le président de la République de relever ce déficit de confiance. Maintenant, il y a la conséquence politique. Mimi Touré pourrait partir, quitter la mouvance présidentielle. Il sait que pour sa part, je ne pense pas qu'il aille jusqu'à peut-être dire j'accepte de travailler avec Benno Bokk Yakaar. Il va garder sa liberté de ton, d'expression, d'une certaine manière, c'est-à-dire que les deux chemins ne se croiseront pas. Mimi Touré et Idrissa Seck, une bataille par presse interposée qui ne laisse pas indifférents certains militants de l'APR ou même de la mouvance présidentielle. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Détié-Diop. Rebonjour Souleymane. Au Ghana, le procureur anticorruption démissionne et dénonce l'ingérence du président Akufo-Addo. C'est lundi qu'il a rendu sa démission. Martin Amidou accuse Nana Akufo-Addo d'avoir tenté de lui faire enterrer un rapport explosif concernant une société offshore créée par le gouvernement. Il accuse le chef de l'État d'essayer d'être jugé parti alors que le rapport pointe des pratiques négatives dans la lutte contre la corruption au sein de la présidence. Martin Amidou accuse également le président Akufo-Addo d'ingérence politique. Il affirme dans sa lettre de démission ne plus être en mesure d'exercer en toute indépendance son travail. La démission du procureur anticorruption intervient avant la présidentielle du 7 décembre prochain, élection lors de laquelle Nana Akufo-Addo, candidat à sa réélection, va affronter l'ancien chef de l'État John Dramani Mahama. Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara prêt à discuter avec le PDCI et le FPI. Il l'a fait savoir hier lors du conseil politique du RHDP, le premier après sa réélection. Il a cependant souligné qu'il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Gobi Ayabi. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire, dit Alassane Ouattara. C'était ce 17 novembre au Palais des Congrès de l'hôtel La Sofitel Ivoire d'Abidjan. Le président nouvellement élu a présidé une réunion de conseil politique du RHDP, son parti. Il a saisi cette occasion pour envoyer un message fort à l'opposition. Tout le monde savait que l'élection présidentielle devait avoir lieu le 31 octobre 2020. Et ce, depuis 2016. C'est important de le signaler. Tout d'un coup, d'où vient cette idée de transition? On s'assoit dans son salon et puis on dit on veut une transition. Et je disais à Ahmed tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai dit mais les gens ont désobéi à la désobéissance civile parce qu'il y avait un embouteillage. Les Ivoiriens désobéissent à la désobéissance civile. Quant à d'autres qui ne figuraient pas sur la liste électorale, ils ont promis une transition assez loin au bord de la Seine en disant vous allez voir, il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Mais les élections ont eu lieu le 31 octobre. Alassane Ouattara a déclaré vainqueur des élections présidentielles du 31 octobre dernier par le Conseil constitutionnel. Hors du continent, Georges, présidentielle américaine, Donald Trump limoge un responsable qui conteste ses accusations de fraude. Limogeage avec effet immédiat de Chris Krebs, directeur de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. Le président Trump l'a annoncé sur Twitter. Chris Krebs a contesté les accusations faites par le président de fraude massive à la présidentielle. Mais pour Donald Trump, sa déclaration sur la sécurité des élections était très inexacte puisqu'il y a eu des irrégularités et des fraudes massives. C'est pourquoi il est démis de ses fonctions. Réaction de Chris Krebs sur son compte Twitter. Ce fut un honneur de servir, assorti d'un hashtag protégé 2020. Santé pour terminer, le candidat vaccin de Pfizer efficace à 95%. Vaccin contre le coronavirus, bien sûr, une affirmation du laboratoire qui revoit ses chiffres après avoir intégré de nouveaux résultats de son essai clinique. Pfizer et son partenaire BioNTech avaient initialement fait état d'un taux d'efficacité de 90%. Cette annonce intervient après celle de Moderna, Souleymane, qui revendique un taux d'efficacité de 94,5% pour son sérum. Merci Georges Détié-Diop. À l'instant même, il est 12h26. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont-ils une solution viable et réaliste à l'immigration clandestine? Si oui, avec quel financement? Nous débattrons de la question de l'emploi des jeunes en relation avec l'immigration clandestine tout à l'heure. Ce sera avec nos deux invités. J'ai nommé Yves Zalé, président du regroupement des diplômés chômeurs du Sénégal, et Salou Keïta, ancien secrétaire général de l'ANPEJ, Agence nationale pour l'emploi des jeunes, et ancien directeur général de l'ANAMA, Agence nationale d'appui aux marchands ambulants. RFM Sport. Rebonjour, cher Kylian Diagne. Rebonjour à vous, Suleiman. Tournoi de football de l'UFOA. Les délégations arrivent au Sénégal cet après-midi. Oui, il faudra préciser que c'est le stade La Dior de Thiès qui va accueillir à partir de vendredi prochain le tournoi de football réservé aux moins de 20 ans. Il est qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Ce matin, un comité régional de développement se tient dans la capitale du Rail. C'est pour faire les derniers réglages. Voici les précisions de Mam Adamandour. C'est le président du comité local d'organisation du tournoi de l'UFOA. Les équipes vont arriver aujourd'hui. Nous avons pris toutes les mesures afin de faire respecter le protocole. Après leur arrivée, il y aura automatiquement des tests à faire pour les équipes et pour les officiels. Cela va permettre au moins de démarrer le championnat dans les bonnes conditions. Et ensuite, il faut noter aussi qu'il y a la sécurité aussi qui a déjà pris le devant par rapport au génie. Il y a aussi les sapeurs-pompiers qui sont prêts. Il y a aussi le protocole qui est déjà mis en place à l'aéroport afin d'accueillir les officiels et les équipes pour les mettre dans des bonnes conditions, les faciliter les tâches et leur arrivée. Donc tout est au point, c'est le huis clos, mais quand même il y aura des accréditations à faire par rapport aux différentes parties prenantes de la compétition, l'organisation, les officiels, il y a aussi les journalistes, les personnes qui tournent autour du football. Nous ferons le maximum possible pour réduire les personnes qui accéderont au stade, pour respecter les normes de la CAF. En ouverture, le Sénégal, pays hôte plutôt, s'oppose vendredi à la Sierra Leone et avant d'affronter la Gambie. Dans le groupe B, on y trouve le Mali, champion d'Afrique en titre, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et le Libéria. Un CRD se tient à Thiès, ville hôte du tournoi qualificatif à la CAN U20. Oui, justement, il faudra donc préciser que cela donc se déroule depuis ce matin. Et puis oui, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Très bien. Ambaou, la subvention municipale allouée aux équipes objets de dispute. Oui, la communauté rurale de Koul, située dans le Ambaou, plutôt la subvention allouée au club de basketball crée une polémique. Le président de la ZAC d'Ambao Basket Club accuse le maire de favoritisme. L'institution municipale recuse. Nous allons écouter ce papier qui a été fait par Abdou Diouf Diagne. Dans la commune de Rufisque-Ouest, beaucoup de jeunes jouent au basketball. Cependant, ils sont souvent confrontés à un manque de formation. C'est pourquoi la mairie a décidé de mettre sur pied une académie. Ali Oumar est le maire de la commune de Rufisque-Ouest. De faire en sorte que les pensionnaires de l'académie puissent être parmi les sommités du basket sénégalais, pourquoi pas du basket mondial. Deuxième idée qui, à notre avis, est très pertinente. Maintenant, il faudrait systématiquement une alliance entre ce que l'on appelle le sport et ce que l'on appelle les études. Pour réussir ce pari ambitieux, un appel est lancé aux parents. L'académie de basket, c'est un peu comme l'éducation simple. L'éducation sans les parents, l'éducation sans la maison, c'est une éducation qui ne peut pas prospérer. Donc autant que nous allons faire notre mieux sur le terrain, autant que nous allons faire notre mieux sur les classes, nous demandons également aux parents de suivre. Venu assister à la cérémonie d'inauguration, le président de la Fédération sénégalaise de basketball invite les autres maires à imiter ce geste. Babacar Ndiaye. C'est un exemple qu'il faut montrer aux autres collectivités locales. Comme vous le savez, le sport est maintenant une compétence décentrale. Et si chaque commune d'arrondissement créait une académie de formation de basket, je pense que nous n'aurons plus de problème pour la formation à la base. C'est une belle idée. L'académie implantée au quartier Djokul Ndiayene va accueillir des enfants de 12 à 18 ans. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, la communauté rurale de Koul, située dans le département de Tivaoune, veut un stade multifonctionnel. La réclamation a été faite à l'occasion d'un tournoi qui a été organisé chez Anta Diop. Koul est une commune rurale située à 4 km de Ngaïméré. Ici, des sports favoris, c'est le football. À l'occasion du tournoi de l'intercommunalité organisé par le maire de cette localité, Modou Fall ne manque pas d'ambition de dire que Koul va bientôt disposer d'un stade multifonctionnel.
Le stade municipal de Koul a été déjà clôturé depuis 2015. Cette année, on a déjà fait les grilles de protection. Mais notre ambition, c'est d'abord une tribune, mais aussi un gazon et des projecteurs. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nous on veut que Koul soit une vitrine dans la région. Et pourquoi pas demain avoir toutes les commodités nécessaires pour que l'équipe nationale pense venir faire ses entraînements à Koul. C'est ça aussi donc qui va rendre une commune visible. Et c'est ça aussi notre ambition. Koul, Ngaye Mékhé regorge de talent, raison pour laquelle les autorités territoriales veulent se pencher sur la qualité des terrains. Parce qu'on veut aussi que de grands talents sortent de nos communes-là pour être des Sadio Mané, pour être des Messi. Ce tournoi de l'intercommunalité a regroupé des ASC de Koul, Mewan, Ngaye Mékhé et Mérina Dakhar. Finalement, l'ASC Espoir de Ngaye Mékhé a remporté la première édition en battant Risso par 2-0. Qui gagne 2-0, c'est 2 buts manqués par Fallou Diakhaté. RFM Thiès, cher Ante Diop. C'est sur ces envolées lyriques que nous terminons, Suleiman, la page des sports. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 18 novembre 2020, lui est commentée par Georges Déthié Diop. Aminata Touré parle. L'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental se confie à l'Observateur qui avait annoncé dans sa livraison d'hier une fouille lancée par Idrissa Seck contre elle. En réaction, Mimi Touré demande que le Conseil économique, social et environnemental soit audité de sa création en 2013 au jour de son départ. Dans l'interview accordée à mon confrère, Aminata Touré parle de son départ du Conseil économique, social et environnemental, de sa gestion, de son engagement militant, de Macky Sall, de l'arrivée d'Idrissa Seck et d'Oumar Sarr dans la mouvance présidentielle, de ses ambitions. Sur ce point d'ailleurs, elle confie, je la cite, « Le temps de la politique viendra et je vous donnerai des réponses détaillées. Ceci étant dit, l'ambition n'est pas un délit et en politique, on n'est pas assis à regarder les trains passer. » Interview à la page 5 de l'Observateur et à la page 4 du journal, le portrait psychologique de Idrissa Seck, le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, très présent dans les journaux. Enquête passe à la loupe ses relations avec Mimi Touré. Selon le journal, une guerre ouverte s'est installée entre les deux et pourrait devenir bien plus préoccupante dans les jours à venir. Enquête souligne que depuis 2013, Mimi s'est fait un point d'honneur de répondre à toutes les attaques contre Macky. Et Idrissa Seck, désormais en position de force, se montre intraitable. Idrissa Seck, dont l'entrée dans la mouvance présidentielle indispose la majorité. C'est ce que relève en tous les cas Sud Quotidien, qui évoque aussi le cas Oumar Sarr. Selon le journal Sud Quotidien, la décision du président Sall de reconfigurer sa majorité est en passe de susciter encore plus de frustration au niveau des alliés depuis 2012 et davantage quand ceux qui ont toujours eu du mal à conjuguer avec le patron du parti Réumi voient ce dernier être crédité par le maître du jeu Macky Sall d'autant voire plus de privilèges qu'avec 2 ministères et une présidence d'institution. D'où l'installation subreptice, note Sud Quotidien, d'un véritable climat de malaise au sein de la majorité qui voit les fruits de la victoire de 2019 capté par certains de ses anciens adversaires. Idrissa Seck, en tous les cas, est un sérieux cas d'école, selon Wolf Quotidien. Le journal affirme qu'alors qu'il a été accusé dans l'affaire dite des chantiers de Thiès d'avoir détourné près de 60 milliards de francs CFA, aujourd'hui, beaucoup le disent, fauché au point de rallier le pouvoir pour survivre. Mais entre les deux thèses, Wolf Quotidien souligne qu'il y en a une qui est forcément fausse et qui lui aura porté tort jusqu'à l'extinction du soleil. Pendant que certains journaux braquent leurs projecteurs sur Idrissa Seck, Libération et Source A s'intéressent à l'émigration irrégulière. Dans Libération, les confidences d'un rescapé du drame au large du Cap-Vert. Il confie qu'en quittant Bourg, ils étaient 150 et à l'arrivée, ils étaient 66. Source A, lui, évoque les astuces et la stratégie des migrants pour disposer d'un statut de réfugié dans les camps une fois en terre européenne. Selon Source A, certains clandestins invoquent la guerre pour espérer disposer du sésame. D'autres se disent victimes de harcèlement politique, ethnique, religieux ou revendiquent des penchants homosexuels qui font qu'ils risquent la mort ou la prison, selon eux. À la une du quotidien, le quotidien, il est question de l'exploitation minière autour du fleuve
à la Falémé, polluée par les activités minières alors que l'exploitation du fer n'a pas encore démarré. Selon le quotidien, dans la commune de Bembou, la vie est devenue très rude avec la disparition des différentes activités génératrices de revenus à cause des ravages des produits chimiques sur l'environnement. Et des deux côtés du fleuve, jadis très poissonneux, le cœur des villageois saigne. Les initiatives citoyennes sous-régionales fleurissent et les autorités essaient de trouver la bonne formule pour arrêter le massacre. Exploitation minière autour du fleuve, la Falémé maudite par ses richesses. C'est aux pages 4 et 5 du journal Le Quotidien. Dans Le Témoin, il est fait état d'une politisation de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Le journal nous apprend que les nominations de Amadou Kane Diallo, ancien directeur général du COSEC, et de Banda Diop, maire de la Patte d'Oie, comme médiateurs sont fortement décriés. Autre anomalie relevée par Le Témoin, le secrétaire exécutif de l'Observatoire, Habib Ndaw, et son frère utérin, Momar Ndaw, président de l'ASCOSEN, sont tous les deux membres de l'Observatoire. Un coup d'œil à présent dans Le Soleil. Le quotidien gouvernemental informe que dans le cadre de la deuxième revue de l'accord avec le FMI au titre de l'instrument de coordination de la politique économique approuvé en janvier 2020, une équipe du Fonds monétaire international a effectué une visite virtuelle au Sénégal du 5 au 16 novembre. Et à l'issue de cet exercice, le FMI a décerné à notre pays un satisfecit qui balise le chemin vers l'approbation d'un deuxième accord ICPE pour le Sénégal. À vos kiosques et bonne lecture.